Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous prêtez votre image à la sécurité routière. C'est assez, Et pourquoi pas, j'adore. assez attractif. Je trouve ça très bien. Oui. Il y en a qui font le trottoir, moi je fais l'autobus. Comme ça, c'est un bon résumé. C'est jaune, c'est moche, ça ne va avec rien, mais ça peut vous sauver la vie. Dans la campagne électorale sur le prix des carburants. On le sait, on vous disait cette semaine, plus près d'1,60 € le litre pour le samplon 98, 1,55 € pour le samplon 95. Faire le pain coûte donc une fortune, d'où le débat dans la campagne. François Hollande propose de bloquer le prix de l'essence et de relancer la fameuse TIPP flottant. TIPP. À passer par la montagne dans le défilé appelé les portes chaudes. Une fois dans cet étroit couloir, leur nombre n'aura plus d'importance. Et vague après vague, les hommes de l'armée perse viendront se briser contre les boucliers spartiates. Le ras-le-bol. Voilà, je me disais que Macron, il aurait peut-être une intention, un geste. Mais rien, du dédain, il nous ignore complètement. Voilà, c'est une ignorance complète du peuple. Et tout le monde, on est tous touchés. Moi, je suis touché 3 fois pour le fuel, pour le gasoil, pour les... Tout. Je viens d'être à la retraite aujourd'hui, je suis à la retraite. Ma retraite, je perds énormément sur la retraite. Comment je vais vivre, moi? Et en plus, c'est pas fini, alors. Il y en a ras-le-bol, j'ai des enfants à élever aussi. Hein. Qu'est-ce que vous attendez du président Macron? Qu'est-ce qu'on attend? Qui dégage?
Macron, démission! Macron, démission! Macron, démission! C'est que des mensonges, de toute façon, c'est que des mensonges. Eux, les politiques, là, de merde, là. Il y en a ras-le-bol. Je m'en fous, ils peuvent me foutre en tôle s'ils veulent. Je n'ai rien à foutre. Maintenant, j'ai plus rien à perdre. À passer par la montagne dans le défilé appelé les portes chaudes. Une fois dans cet étroit couloir, leur nombre n'aura plus d'importance. Et vague après vague, les hommes de l'armée perse viendront se briser contre les boucliers spartiates. Reste assis, putain! Une section pour l'intérieur. Evo Morales libère la Bolivie de la banque Rothschild. Aujourd'hui, seuls 4 pays au monde disposent d'une banque centrale qui n'est pas contrôlée par l'empire Rothschild. À l'exception de la Corée du Nord, Cuba et l'Iran, la banque fondée par Nathan Mayer Rothschild maîtrise l'ensemble des établissements financiers émetteurs de monnaie de la planète, par l'intermédiaire de ses participations financières et patrimoniales. Cependant, un nouveau pays a décidé de reprendre en main son destin bancaire. Il s'agit de la Bolivie, qui, après la Russie et la Hongrie, a déclaré en novembre 2016, par la voix de son président Evo Morales, s'être libéré du joug du FMI et de la banque Rothschild. Je cite: « Hier, pour obtenir un crédit de la part du FMI, nous étions forcés de donner une part de notre pays. Mais aujourd'hui, nous nous sommes libérés économiquement et politiquement, et nous ne sommes plus dépendants d'autres pays ou institutions. » Avant son arrivée à la tête de l'État, le pays était le plus pauvre du continent sud-américain, car soumis à la pression du FMI et des Rothschild. Mais en moins de 10 ans, il a réussi à faire de la Bolivie l'un des pays à la plus forte croissance du continent. Aujourd'hui, nous sommes dignes. Plus jamais nous ne serons mendiants ni humiliés, mes frères. Nous ne sommes plus un État qui fait la quête, comme on nous l'avait laissé. Grâce à l'Assemblée constituante, nous sommes passés d'un État colonial mendiant à un État plurinational digne. Voilà notre combat. Nous avons lutté et lutté contre l'Empire nord-américain. Le peuple est anticolonial. Le peuple est anti-impérialiste. Le peuple est anticapitaliste. C'est ce qui nous unit pour impulser à travers un mouvement politique la libération de tout le peuple bolivien. En Bolivie, la tension monte. Des manifestants armés de bâtons de dynamite ont tenté d'assiéger le palais présidentiel au cœur de La Paz. La police les a dispersés avec des gaz lacrymogènes. Cela fait 10 jours qu'une grève générale illimitée a été déclenchée par le principal syndicat ouvrier du pays sur le montant des retraites et des salaires. On en vient maintenant à la politique et à l'économie avec d'abord le débat qui fait rage dans la campagne électorale sur le prix des carburants.
On le sait, on vous le disait cette semaine, plus près d'1,60 € le litre pour le samplon 98, 1,55 € pour le samplon 95. Faire le plein coûte donc une fortune. Jusqu'à 24% de plus pour le diesel et 14% pour l'essence en un an seulement. La hausse des prix à la pompe commence à peser lourdement dans le budget de certains automobilistes et ce n'est pas terminé. Les taxes vont encore augmenter l'année prochaine afin de faire converger, vous le savez, le prix des deux carburants. D'où le débat dans la campagne. François Hollande propose de bloquer le prix de l'essence et de relancer la fameuse TIPP flottante, la taxe qui change en fonction du cours du pétrole. Le gouvernement répond que ce serait totalement inefficace. Deux avis, il est donc intéressant de faire les comptes avec Servan Hadron et Ludovic Romanas. Regardez 93, c'est pas possible, je vais avoir un trou là. 94 € au final. Le même plein lui coûtait 70 € il y a 2 ans. Les automobilistes sont asphyxiés et montrent du doigt l'État. Il y a 85% de taxes qui vont à l'État. Je sais pas, 70%. 70%. C'est beaucoup. En fait, l'État prélève en moyenne 60% de taxes sur un litre de samplon 95. 45% pour la seule TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers. Résultat, pour un litre à 1,50 €, 86 centimes d'euros reviennent à l'État, soit 15 centimes de plus qu'il y a 2 ans. Les taxes coûtent plus cher que la matière première. Il est normal que l'État donne l'exemple déjà en baissant la taxe. Montrée du doigt, la TIPP a rapporté 25 milliards d'euros à l'État en 2011. En 2001, elle avait été rendue flottante. Autrement dit, l'État avait restitué aux consommateurs le surplus de recettes qu'il engrangeait au titre de la TVA. Résultat, elle n'avait fait baisser les prix à la pompe que de 2%. Il faut faire un prix fixe, sinon on va pas s'en sortir. L'an dernier, les prix des carburants ont augmenté en moyenne de 15%. Dans leur sillage, le prix du fioul a lui augmenté de 23%. En 10 ans, il a plus que doublé. Ces derniers jours, les initiatives se multiplient pour demander au gouvernement de changer de politique. Une pétition en ligne recueille près de 50 000 signatures ce matin. Laura Taouchanoff avec Marie Régnier. Jimmy n'a pas hésité une seconde. Lorsqu'il a entendu parler de cette pétition, ce mécanicien de 22 ans a signé tout de suite. J'ai une voiture qui consomme assez énormément et le fait d'augmenter ce prix du gasoil, ça va peut-être m'empêcher un jour d'aller travailler correctement. Un matin, j'ai appelé mon patron, je lui ai dit chef, je peux pas venir, j'ai plus d'argent. C'est pas quelque chose de vivable. Cette pétition, c'est Priscilla qui l'a lancée. Habitante de Seine-et-Marne, dépendante de sa voiture pour tous ses déplacements, elle a vu son plein de gasoil passer de 57 à 70 € en un an. Je trouve ça pas normal en fait, surtout que on n'a pas le choix, on est un peu victime de ça, on paye constamment et on se pose pas vraiment la question de savoir pourquoi, et là moi je veux savoir pourquoi. Une pétition pour comprendre, mais aussi et surtout pour pousser le gouvernement à stopper la hausse des taxes. C'était plutôt conseillé d'acheter ces véhicules, donc aujourd'hui si on veut faire un retour en arrière, il faut expliquer pourquoi et trouver des solutions pour que tout le monde travaille en bonne intelligence au lieu de taxer et surtaxer les gens. Dans sa pétition, Priscilla demande au gouvernement de faciliter l'acquisition de véhicules propres, notamment en régulant les prix ou encore d'encourager le télétravail. Et c'est toujours ça de moins, le prix des carburants est en légère baisse la semaine dernière, 1 centime de moins pour le gasoil et plus d'1,5 centime pour l'essence, selon les tout derniers chiffres du ministère de la Transition écologique. Vous surveillez à l'intérieur, les policiers, non? Comment? Les policiers, vous? Non. Merci, monsieur. Merci pourtant. Pourquoi faire? Vous êtes j'ai un gilet jaune. Ah bon? Et alors? Okay. Bon, c'est tout, je te laisse. À plus. Ouais, c'est intéressant aussi. Ouais, c'est pas mal. Donc quoi? Vous êtes à vendu? Vous êtes à vendu? T'as collaboré avec les gilets jaunes ou quoi? Je suis un gilet jaune. Ah ouais? Ouais. Bien, une poubelle, il va me brûler la poubelle. Ah, mais c'est lui qui dénonce là. C'est un flic, c'est quoi? J'ai vu la petite avec lui. Ah, ça regarde un peu. Ah, peut-être qu'on vous bien des vous à vos commissaires qu'on en a ras-le-bol de vos conneries. Hein? Ouais. Oui, le commissaire, il a aussi à faire. Ouais. C'est qu'un début. Alors, les flics en civil dans notre rang. À part ça, on les voit pas quoi. Ouais. Regardez, ils tombent bien. Faut qu'on voit sa tronche. C'est allez. Regardez! Oh,
là! Là, t'es un flic! Le vendu, le collabo, là! T'es un flic, ça! Regardez-le! Ça fait quoi? Ah là, t'as collabo! Retirez ça, vous êtes Ah oui, hein, quelle honte! Retirez ça! Quelle honte, enlevez-le! Ça fait le boulot! Infiltré de collabo, va! Une police de Vichy, va! Allez, sauve-toi, va! Collabo! Dégage! Ouh! Dégage! Voilà, tiens! Là, regarde ce qu'on entend, nous! D'ailleurs, j'ai Axel avec moi, un gilet jaune qui est venu manifester aujourd'hui. Alors, simplement pour commencer, la tournure que prennent les événements, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas ce que c'est, la tournure réelle que prend les événements, parce qu'on dit que c'est très différent en province et à Paris. À Paris, en fait, il y a quelques bandes de casseurs. Aussi, j'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous. Donc, en fait, on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers et des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Donc, en fait, la tournure réelle des événements, on essaye de nous la flouter. Donc, vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça ? Oui, oui. Regarde-moi ça. Et voilà les réels casseurs. Oh, attends. Hé. Et voilà les réels casseurs. Regardez-les bien. Dans les sites, on les voit pas, les gars, là. Bah si, mais sans les brassards. Là, il y a un sacré troupeau. Là. Vous avez vu des policiers déguisés en... Vous avez vu ça ? C'est de la poudre de perlimpin. Oui, oui, une bande de types vraiment de voyous, quoi, les types que vous n'aimez pas croiser dans la rue, qui ont remis leur brassard en passant derrière un barrage de police. Ils étaient entre 10 et 15. Donc voilà, alors j'avais vraiment le profil du type qui venait de brûler des voitures. J'ai pas vu les mêmes types mettre leur brassard et brûler les voitures, mais ça m'étonnerait absolument pas. Donc c'est difficile de dire la situation réelle. Il y a celle que le gouvernement essaye d'instaurer, et puis la situation réelle. Faut pas qu'on se laisse décourager par ces manipulations, à mon avis. Voilà. D'accord. Parce que pour vous, il peut y avoir des infiltrations d'extrémistes, on va dire, de droite ou de gauche, ou en dehors de cet événement assez incroyable, vous avez vu des policiers, d'après ce que vous me dites, qui ont remis leur brassard, mais qui étaient plutôt en civil, façon déguisée, éventuellement en casseurs. Et là, sur les gens parce que vous êtes venus d'une manière pacifique, j'ai l'impression. Ah oui, moi je suis venu de manière pacifique, j'ai fait des jolies banderoles, on a des boules chinoises, là la nuit commence à tomber, on va pouvoir les envoyer. Voilà, après donc des infiltrations, oui, bah déjà moi celle que j'ai vue c'est les infiltrations de policiers. Voilà, je pense que beaucoup de gens maintenant sont d'accord, pour ceux qui sont venus et qui ont vu les choses, pour dire que ces gens-là ne sont pas forcément là pour nous protéger, mais aussi le jour où c'est leur intérêt pour nous détruire. Donc voilà, après, bien sûr, il y a des gens violents partout, et c'est un phénomène qu'il faut chercher à comprendre, plutôt que dénoncer pour humilier ces gens, parce qu'en fait, ils reviendront peut-être plus nombreux et plus violents après, si on ne cherche pas à comprendre ce qui se passe réellement.
D'accord. Et alors si on revient un petit peu sur la manifestation et l'ampleur que ça a pris, mais surtout sur les motivations, pour vous en tout cas, quelles sont vous êtes parisien d'abord? Oui, j'habite à Paris. D'accord. Vous avez déjà manifesté les 2 premières fois? Alors j'ai manifesté les 2 premières fois, exactement. Ouais. Donc c'est l'acte. Champs-Élysées à chaque fois. Ouais. Donc c'est l'acte 3, vous étiez avec nous la semaine dernière, juste en dessous où ça brûlait. Voilà, c'est ça. Alors quelles sont vos 3 principales revendications ou motivations? Alors revendication, en fait ma revendication c'est une remise en cause des personnes qui nous dirigent, des institutions qui sont en place, de la manière dont on les fait vivre, de leur manière de considérer les gens, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont au service d'un peuple, est-ce que la politique c'est un service ou est-ce que c'est un poste, c'est des avantages et finalement c'est une soumission, est-ce que je cherche à tuer mon frère pour prendre sa place ou est-ce qu'au contraire j'ai la posture de celui qui est au service et puis s'il n'est pas élu, il n'est pas élu. Et il n'y a pas de manœuvre de diviser pour régner, de choses très cyniques à faire. Voilà, donc peut-être qu'il y a des gens qui doivent partir. À mon avis, Macron est arrivé au pouvoir par effraction. Lui-même l'a dit, hein, c'est sa phrase. Donc lui, il est peut-être le premier à devoir reconnaître sa faute, sa responsabilité. Voilà, il a volé le pouvoir, il l'a pris et du coup c'est pas un service qui rend et donc tout le monde s'en rend compte. Après, si vous l'aviez en face de vous lui diriez quoi là? Ce que je vous ai dit là, je pense que Monsieur le Président, je crois que vous n'êtes pas à votre place. D'accord. Qu'est-ce que vous espérez pour la suite du mouvement des Gilets jaunes? Alors, ce que j'espère, c'est un mouvement qui se construit, c'est-à-dire qui devienne un mouvement de fond, qui soit pas seulement une éruption comme il y en a eu en fait beaucoup dans l'histoire, mais au contraire une lame de fond, un mouvement de conversion intérieure, si vous voulez, une métanoïa, qui soit capable de proposer une nouvelle vision de la politique et donc une nouvelle anthropologie, qui soit un mouvement de réflexion et qui remplace petit à petit les mauvaises choses, les structures qui ont été instaurées et qui peuvent être mauvaises, poussées au mal et par des choses qui vont être vraiment au service de l'homme. Donc voilà, que ça devienne un mouvement de fond, un mouvement qui a une intelligence, une force aussi politique, mais pas seulement une force culturelle. Voilà. Et alors c'est un mouvement apolitique, pas mal de partis essaient de reprendre. Qu'est-ce que vous en pensez, vous êtes d'un parti par exemple ou pas? Non, alors moi je suis pas d'un parti, mais quand je dis une force politique, j'entends pas un parti, parce que les partis en fait ont épuisé la vie politique. Hein. Ça fait à peu près, je sais pas, bientôt 250 ans hein, que la France, le pouvoir est exercé en France avec des partis, et je crois que ce système s'est épuisé. Je pense qu'il faut retrouver à notre tête quelqu'un qui soit réellement au-dessus des partis, c'est-à-dire qui n'accède pas au pouvoir à travers des partis. Donc, ouais, voilà mon avis sur les partis. Et vous pensez que c'est réalisable à court terme, parce que c'est un peu utopiste quand même, non? Utopiste, je sais pas. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent le bien commun et qui pensent que c'est une bonne solution, que la France retrouve son histoire, quoi, renoue avec son histoire, avec ce qu'il a fait naître pour pouvoir continuer de vivre et arrête de faire des révolutions tous les 30 ans ou 50 ans. Une utopie, je sais pas, moi je suis un simple citoyen. Non mais la mise en place, c'est pas évidente quoi, de changer complètement de système, d'après ce que j'entends, c'est pas évident à mettre en place, non? Non, c'est pas évident, ça exige beaucoup d'humilité. D'accord. Bon écoutez, très bien, merci beaucoup, les Champs-Élysées viennent de s'allumer, les lumières de Noël, ça fait un petit changement, merci Axel. Je respecterai toujours les contestations, j'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Mais je n'accepterai jamais la violence. Quand on leur dit il y a des flics en civil, ah non, il n'y a pas. Non, c'est pas vrai, pas de flics en civil. Voilà, hop la preuve. Et voilà, civil. Et voilà. Non, faites pas en civil. Bah non. Et après ça casse. Et après ça fait des salles. Et après c'est les gilets jaunes. Voilà. Regardez. Regarde. Les flics, après il y
bien sûr. Mais bien sûr. Ah ouais. Vas-y, ose mettre ça là. Avec la sauce. Ouais, regarde la civilisation. Ils ont rien fait. Vas-y, lance. Voilà, vite en civil. Non, mais ils vont monter. Ils vont aller casser ce là. Mais bien sûr. Voilà. Regarde, les tirs. Ils vont sortir là chez les jaunes. Essaye. Regarde les cibles là-bas. Regarde. Ah, c'est bien. Ils visent le civil. Voilà, regardez. Et il y a des voitures qui passent à côté. Regardez. Voilà les flics en civil. Bravo. Donc voilà, après je sais que c'est compliqué, j'aurais dû être là avant, mais en fait pour vous dire ce qui s'est passé ce soir, on m'a contacté en me disant il y a quelqu'un qui veut te voir. Ok, c'est bien, je sais, qu'est-ce qu'il veut? Eh ben il veut que tu montes dans un avion, il veut que tu viennes le voir. Non, c'est pas possible, je ne sais pas c'est qui, je vais pas monter dans un avion pour aller voir un mec que je connais pas. Donc il y a deux gars qui sont chez vous, qui sont venus me chercher, enfin qui sont venus me voir, qui m'ont expliqué. Du coup ça m'a un peu intrigué, j'ai pris l'avion, je suis venu. En arrivant, le gars il me dit, c'est pas compliqué, je vais vous faire signer un papier une clause de confidentialité, si vous voulez bien, et je vais vous montrer des documents. Une fois que vous aurez vu ces documents, vous prendrez votre décision, on verra ce qu'on fait. J'ai vu des documents ce soir qui fait que je suis le deuxième Coluche, ça veut dire que je sais des choses ce soir qui peuvent faire en sorte qu'on essaye de me tuer. Je le sais, je le sais. Parce que sur 30 feuilles que j'ai vues ce soir, si vous envoyez une seule, ça déclencherait une guerre mondiale en même pas une heure. D'accord? Mais je suis vraiment sérieux, je suis vraiment sérieux. Donc j'ai vu pour une équipe de sécurité que je vais mettre en place, que j'ai pas envie de crever. Et ce que je sais, c'est que une fois que vous serez structuré, cette personne-là, elle affichera son nom publiquement. Et quand son nom va être annoncé, le président, il va faire un AVC. Non mais il va vraiment faire un AVC pour lui. C'est de la poudre de perlimpin.